En 1890, pénétrer dans une cuisine française revient à entrer dans un monde régi par des lois physiques et des contraintes matérielles que la modernité a depuis longtemps effacées. C'est un espace de transformation, souvent relégué dans les coulisses de la vie sociale, mais qui constitue le véritable moteur thermique de l'habitation. Qu'il s'agisse de l'office sombre d'un appartement haussmannien à Paris, du sous-sol voûté d'un hôtel particulier ou de la pièce commune d'une ferme en province, la cuisine de la fin du 19e siècle est un lieu de labeur intense, dominé par la maîtrise du feu et de l'eau. L'atmosphère y est dense, chargée d'odeurs complexes où se mêlent la suie, la graisse chaude, le bouillon qui réduit et parfois l'humidité des murs de pierre. Pour comprendre cet espace, il faut d'abord observer son emplacement. Dans les villes, et particulièrement dans les immeubles bourgeois qui redessinent le paysage urbain, la cuisine est souvent située au fond d'un long couloir, donnant sur une cour intérieure étroite. Elle est éloignée des pièces de réception pour que ni les bruits, ni les odeurs, ni la chaleur n'incommodent les habitants. C'est un territoire de service. La lumière du jour y pénètre souvent avec parcimonie, filtrée par des vitres parfois dépolies, ou simplement salies par la fumée de la ville. Le sol est généralement couvert de carreaux de ciment à motifs géométriques ou de tomètes rouges, usés par les passages incessants et lavés à grande eau chaque jour. Les murs, peints en glacerie ou couverts de faïence blanche jusqu'à mi-hauteur, sont conçus pour être lessivables, car la poussière de charbon se dépose partout. Au centre de cet univers, ou adossé à la cheminée monumentale qui servait autrefois de foyer ouvert, trône le monstre de la cuisine moderne de 1890, le fourneau en fonte. On l'appelle parfois le piano. C'est une masse noire, imposante, aux garnitures de laiton ou d'acier poli. Il a remplacé la cuisson à l'âtre, révolutionnant la manière de préparer les repas. Ce fourneau est une bête qu'il faut nourrir et dompter. Il fonctionne au charbon ou au bois, selon la région et les moyens du ménage. La journée commence invariablement par le rituel du feu. Bien avant que les maîtres de maison ne s'éveillent, la cuisinière ou la bonne à tout faire est déjà à l'œuvre. Il faut descendrer le foyer, retirer les résidus froids de la veille, nettoyer la grille, disposer le petit bois et le papier journal, puis verser le charbon. L'allumage est une opération délicate qui conditionne le reste de la journée. Si le tirage est mauvais, une fumée âcre envahit la pièce. Une fois le feu pris, il s'agit de le maintenir constant. Le fourneau dispose de plusieurs zones de chaleur. Une plaque de coups de feu très chaude au centre, au-dessus du foyer pour saisir, et des zones plus tempérées sur les côtés pour mijoter. La cuisinière doit connaître son instrument par cœur, déplaçant les lourdes casseroles de quelques centimètres pour ajuster la cuisson, jouant avec les registres et les trappes d'aération pour contrôler l'intensité des flammes. Il n'y a pas de bouton pour régler la température. Tout est question d'expérience, de vue et de toucher. L'approvisionnement en eau est l'autre grand défi quotidien. En 1890, l'eau courante au robinet, directement au-dessus de l'évier, est encore un luxe rare, réservé aux immeubles les plus modernes et aux quartiers favorisés. Dans la majorité des cuisines, l'eau arrive par une pompe située dans la cour ou sur le palier, ou bien elle est livrée par des porteurs d'eau. On la stocke dans de grands seaux en zinc ou dans des fontaines murales en tôle émaillée ou en cuivre, souvent équipées d'un petit robinet et d'un bassin récepteur. L'évier lui-même est une auge en pierre massive, peu profonde, que l'on appelle la pierre à eau. Elle s'encrasse vite et demande un entretien constant. L'évacuation est parfois directe vers l'extérieur ou vers une fosse, mais les siphons sont rudimentaires et les odeurs d'égout peuvent remonter, obligeant à couvrir la bonde d'une lourde pierre ou d'un bouchon de bois la nuit. Le paysage visuel de la cuisine est dominé par le cuivre. C'est le matériau roi de la batterie de cuisine. Sur les murs, accrochés à des râteliers ou posés sur des étagères, s'alignent des dizaines de casseroles, sauteuses, turbotières et marmites. Ce cuivre rougeoie dans la pénombre, mais cet éclat a un prix, un entretien harassant. Le cuivre s'oxyde au contact de l'air et des aliments acides. Il doit être étamé régulièrement à l'intérieur, recouvert d'une fine couche d'étain, pour éviter l'intoxication au verre de gris. À l'extérieur, il doit être astiqué. Une fois par semaine, souvent le samedi, on frotte les ustensiles avec un mélange de vinaigre, de gros sel, de sable fin et parfois d'oseille fraîche pour leur redonner leur brillant. C'est un travail physique qui laisse les mains des femmes de cuisine rouges et abîmées. À côté du cuivre, on trouve la terre cuite et le grès pour les plats à gratin, les terrines et les pots de conservation. La fonte noire est utilisée pour les cocottes lourdes qui passent des heures sur le coin du fourneau. Les ustensiles de préparation sont en fer battu ou en bois. Grandes écumoires, louches, fouets à fil de fer, hachoirs en demi-lune. Il n'y a aucune assistance électrique. Hacher la viande, monter des blancs en neige, passer une soupe au chinois, piler du sucre ou des amandes au mortier, tout cela demande une force musculaire et une endurance que l'on peine à imaginer aujourd'hui. Le bruit rythmé du couteau sur la planche en bois, le pilon qui frappe le marbre, le fouet qui bat le cuivre, constituent la bande sonore de la cuisine.
La conservation des aliments dicte l'organisation du temps et de l'espace. Le réfrigérateur n'existe pas. On trouve parfois dans les grandes maisons une glacière, un meuble en bois doublé de zinc où l'on dépose un pain de glace livré le matin, qui fond doucement en gardant au frais le beurre ou la viande. Mais pour l'immense majorité, la conservation se fait à température ambiante ou dans le garde-manger. C'est une petite armoire grillagée, souvent suspendue à l'extérieur de la fenêtre ou placée dans un endroit aéré et sombre, pour protéger la nourriture des mouches et des rongeurs tout en laissant circuler l'air. Cette absence de froid artificiel impose un rythme d'achat quotidien. La cuisinière se rend au marché chaque matin. Elle parcourt les allées, examine les volailles vivantes, soupèse les légumes, négocie les prix. Elle revient chargée de paniers lourds. Les légumes sont terreux. Ils n'arrivent pas lavés ni emballés. Il faut les éplucher, les laver à grande eau dans l'évier de pierre, évacuer la terre et les déchets. Les volailles sont achetées entières, avec les plumes et les viscères. Il faut les plumer, les vider, les flamber pour ôter le duvet restant. C'est un rapport direct, parfois brutal, à la matière animale et végétale. Le sang, la terre, les plumes font partie du quotidien de la cuisine, bien loin de l'aseptisation future. Dans les maisons bourgeoises, une hiérarchie stricte régit cet espace. Le chef ou la cuisinière en chef règne sur les fourneaux. C'est une figure d'autorité, souvent exigeante, garante de la qualité des repas servis au maître. Sous ses ordres, on trouve l'aide de cuisine ou la fille de cuisine. C'est elle qui hérite des tâches les plus ingrates. Éplucher les montagnes de légumes, laver la vaisselle grasse à l'eau chaude et aux cristaux de soude, car les détergents doux n'existent pas. Porter le charbon, vider les cendres, récurer le sol à genoux. Le travail est silencieux et discipliné. On ne parle pas inutilement pendant le coup de feu, ce moment de tension intense avant le service du déjeuner ou du dîner. Le repas de midi est le pivot de la journée. La cuisine française de 1890 est une cuisine de mijotage, de sauces liées à la farine, de bouillon gras. Sur le fourneau, le pot-au-feu murmure pendant des heures. Les odeurs de choux, de navets et de bœuf bouilli saturent l'air humide. On prépare aussi des rôtis, que l'on arrose constamment de leur jus. La pâtisserie demande une attention particulière, car le four du fourneau à charbon est capricieux. Pour vérifier la température, la cuisinière y passe la main ou y jette un peu de farine pour voir à quelle vitesse elle brunit. C'est un savoir-faire empirique transmis par l'observation et la répétition. L'après-midi, une fois le déjeuner servi et la vaisselle lavée, le calme revient un instant. C'est le moment de la préparation du soir, mais aussi des tâches de fond. On clarifie le beurre, on prépare les conserves quand c'est la saison. En été et à l'automne, l'activité redouble pour mettre en bocaux, saler, confire. On remplit des pots de grès avec de la graisse d'oie. On stérilise des bocaux de haricots ou de fruits au sirop en les faisant bouillir longtemps dans de grandes lessiveuses. C'est une lutte permanente contre le temps et la pourriture. Une prévoyance nécessaire pour affronter l'hiver. Dans les milieux plus modestes, chez l'ouvrier ou l'artisan, la cuisine n'est pas une pièce séparée. C'est la pièce de vie unique, l'endroit où l'on dort, où l'on mange, où l'on travaille. Le fourneau est plus petit, mais il reste le cœur du foyer. Il chauffe la pièce en hiver et sert à sécher le linge qui pend sur des fils au-dessus de la source de chaleur. L'odeur de la lessive qui sèche se mêle à celle de la soupe. Ici, la femme du foyer doit gérer la cuisine tout en s'occupant des enfants qui jouent sur le carrelage ou en effectuant un travail à domicile, comme de la couture sur un coin de table. L'espace est saturé, multifonctionnel. La cuisine n'est pas un laboratoire culinaire, mais un outil de survie. À la campagne, la cuisine de ferme présente encore un autre visage. Elle est vaste, centrée autour d'une immense table en bois massif où mangent les maîtres, les enfants et les valets de ferme. La cheminée est souvent encore utilisée pour fumer la charcuterie ou cuire au chaudron, même si la cuisinière à bois s'impose peu à peu. Le sol est en terre battue ou en grandes dalles de pierre irrégulières. Les réserves sont à portée de main. Chapelets d'ail, oignons, jambon pendent aux poutres du plafond, à l'abri des rats. On y transforme le lait en beurre dans des barattes en bois, on y fait le fromage. C'est une cuisine de production autant que de préparation. L'éclairage, le soir venu, transforme l'ambiance de la cuisine. En 1890, l'électricité est rarissime. Dans les villes, on utilise parfois le gaz de ville, avec ses becs papillons qui sifflent doucement et produisent une lumière jaune, chaude, mais qui consomme de l'oxygène et ajoute à la chaleur ambiante. Ailleurs, ce sont les lampes à pétrole qu'il faut remplir et dont il faut couper la mèche avec précision pour éviter qu'elles ne fument. Souvent, on économise la lumière. On travaille dans une pénombre relative, éclairée par la lueur rougeoyante du foyer qui faiblit, ou par une unique lampe posée sur la table de travail. Les coins de la pièce restent dans l'ombre, donnant à l'espace une dimension mystérieuse et intime. La fin de la journée marque le retour au calme, mais pas l'arrêt complet du travail. Après le dîner, il faut tout remettre en ordre pour le lendemain. La vaisselle est faite dans de grandes bassines,
L'eau grasse est évacuée. On nettoie le dessus du fourneau avec du papier journal ou un chiffon gras pour le protéger de la rouille. On prépare parfois le café pour le lendemain matin. On met des haricots à tremper. Le feu n'est pas éteint, mais couvert. On recouvre les braises de cendre pour qu'elles se consument très lentement toute la nuit, afin de pouvoir repartir facilement à l'aube. Il règne dans ces cuisines de la fin du siècle une matérialité que nous avons oubliée. Tout est lourd. Les marmites en fonte, les seaux d'eau, les sacs de charbon. Tout est dur au toucher. La pierre, le métal, le bois brut. Les gestes sont amples et vigoureux. Il n'y a pas de plastique, pas de surface lisse et aseptisée. Les matériaux sont vivants. Ils vieillissent, se patinent, se tachent. La table de travail en bois porte les cicatrices des coups de couteau des décennies passées, creusées par l'usage au centre. La cuisine est aussi un lieu de transmission orale. Les recettes ne sont pas toujours écrites. Elles s'apprennent en regardant, en goûtant, en imitant le geste de la mère ou de la chef. On apprend à reconnaître la nappe d'une crème anglaise sur la cuillère en bois, le son du pain cuit quand on toque dessous, l'odeur du beurre qui devient noisette. C'est une connaissance sensorielle, physique, qui se passe de génération en génération. Pourtant, des changements pointent à l'horizon. En 1890, les revues ménagères et les livres d'économie domestique commencent à prêcher pour une rationalisation du travail et une meilleure hygiène. On parle des microbes, on commence à conseiller de bouillir le lait, de filtrer l'eau. De nouveaux matériaux comme l'aluminium commencent timidement à apparaître, promettant légèreté et facilité d'entretien, même s'ils sont encore regardés avec suspicion par les cuisinières traditionnelles attachées à leur cuivre. Les premières conserves industrielles font leur entrée dans les placards, dépannage pratique qui annonce l'ère de la consommation de masse. Mais pour l'heure, la cuisine reste ce sanctuaire enfumé et chaleureux, un lieu de transformation alchimique où le brut devient cuit, où la nature devient culture. C'est un espace clos qui fonctionne en autarcie relative, un monde où le temps semble s'étirer au rythme des cuissons lentes. Si l'on s'arrêtait un instant dans le silence de la nuit, une fois le dernier serviteur parti se coucher, on entendrait encore le craquement du métal qui refroidit, le goutte à goutte du robinet mal fermé, ou le bruissement d'un insecte cherchant la chaleur résiduelle du foyer. La cuisine dort à peine, prête à reprendre son cycle immuable dès les premières lueurs de l'aube.